Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Elle est écrivaine et psychanalyste, auteure notamment de Truisme, Clèves ou encore Il faut beaucoup aimer les hommes, récompensée par le prix Médicis en 2013. Dans son dernier texte Être ici est une splendeur, vie de Paula M. Becker, elle retrace la courte vie de femme et de peintre de cette artiste allemande avant-gardiste. Marie Darrieussecq est en plateau pour en parler. Bonjour Marie Darrieussecq. Bonjour. Ravie de vous accueillir dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors vous consacrez votre dernier livre à la vie de Paula Modersohn-Becker, peintre née à la fin du 19e siècle, connue en Allemagne mais vraiment méconnue en France. Quand vous l'avez découverte, en fait, qu'est-ce qui vous a attiré chez elle ? C'était des images que je n'avais jamais vues déjà, de corps de femmes peintes d'une façon très particulière qui n'étaient ni des odalisques ni des saintes. C'était des femmes avec leurs seins, leurs hanches et une espèce de volupté particulière. Et j'ai compris que cette femme avait fait une œuvre très forte et que personne ne connaissait en France. Qui n'était pas d'ailleurs érotisée. Alors c'est des femmes... il faut aussi savoir que Paula Modersohn-Becker est la première femme à s'être peinte nue elle-même. Ce sont les premiers autoportraits féminins de l'histoire de l'art qu'elle a fait, à mon avis, sans trop se rendre compte qu'elle était tellement pionnière, et simplement parce que les modèles coûtaient cher, et elle avait son modèle sous la main, elle-même. Et donc elle se peint avec une sorte de spontanéité. Alors c'est pas tout à fait le bon mot, parce qu'elle est très très formée à l'art, à ce qu'elle fait. Mais c'est là son corps tel qu'il est. Et effectivement, il n'y a pas d'érotisation. Elle n'est pas vue par un homme, elle est vue par elle-même. Et ça, c'est très neuf, en fait. Elle est dans une nudité qui n'appartient qu'à elle, et qu'elle donne à voir assez simplement, un peu taquine parfois, un peu malicieuse, mais ni sainte, ni érotisée, effectivement. Et elle a eu une vie artistique finalement assez brève, 10 ans à peu près, parce qu'elle est morte à 31 ans. Son œuvre est inachevée, mais elle est quand même considérée comme une figure importante de la scène artistique allemande. Alors, son époque, à vrai dire, elle ne l'a pas marquée du tout, parce qu'elle a exposé, je crois, 2 fois, avec des critiques terriblement mauvaises. Un critique a même dit que ses tableaux lui donnaient la nausée. Et qu'elle était une honte pour l'art allemand, enfin ça allait très loin. Fort, ouais. Elle est morte complètement méconnue, elle n'avait vendu de son vivant que 3 toiles et à des amis. Mais sa mort d'un accouchement, une mort très banale à l'époque pour une femme, hélas, a beaucoup choqué son entourage parce qu'on sentait qu'elle avait une œuvre en elle. Voilà. Et elle a eu des mécènes, et elle a eu Rilke, son ami le poète Rilke, et puis son mari, qui était donc veuf, qui ont fait un musée pour elle. Ça a été la première femme à avoir son propre musée. Celui qui l'a financé s'appelle Roselius, c'était l'inventeur du décaféiné. Il avait une énorme fortune. Et portée comme ça par un mouvement populaire, en fait, elle est devenue très connue en Allemagne. Et son journal est d'ailleurs un best-seller là-bas. Elle a aussi, elle écrivait très bien. Alors justement, parlant de son journal, vous êtes beaucoup documenté. Vous êtes rendu dans le village d'artistes où elle s'est installée, qui s'appelle Worpswede. J'ai mis des années à le prononcer. Voilà. Worpswede. Alors finalement, votre livre, est-ce que c'est un acte de mémoire ou c'est plus que ça ? J'espère lui rendre, pas la vie évidemment, je ne suis pas magicienne, mais lui rendre... ce qu'elle n'a pas eu, c'est-à-dire une vision globale, européenne. Déjà, c'est une grande peintre européenne. Je ne sais pas pourquoi elle est confinée à sa nationalité, au fond. Certainement parce qu'elle est femme. Il y a eu un blocage, là. Elle a été minorisée, comme beaucoup de femmes. Elle n'a pas été prise très au sérieux. Et elle adorait Paris. Elle est venue à Paris dès qu'elle pouvait. Elle s'échappait de son village où elle s'ennuyait beaucoup. Et elle a compris, avant tout le monde, avant les peintres allemands qui l'entouraient, Gauguin, Cézanne, Le Douanier Rousseau, à Paris. Et je suis tellement contente qu'on puisse la voir à Paris. J'ai participé à cette exposition qui a lieu au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, et je suis tellement contente que là, les gens puissent voir ce qu'elle peignait. Oui, on va avoir l'occasion d'en reparler. Est-ce que vous avez eu quand même un moment, en connaissant la vie de cette peintre, la tentation d'en faire une fiction plutôt qu'une biographie ? Absolument, parce que, comme vous savez, j'aime la fiction. Je n'ai écrit à ce jour que des romans, un peu de théâtre, un essai, mais de la fiction. Là, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. J'ai eu envie... Au début, je me suis dit, cette vie inachevée, donc quand même, on n'a que des bribes dans son journal et ses lettres. Remplissons les trous, inventons. Et puis je me suis dit, non, elle est tellement méconnue ici que, pour l'instant, avec une certaine humilité, voilà, je préfère donner à voir et à connaître ce que j'ai, moi, dans les mains, son journal et ses lettres. J'en cite beaucoup d'extraits et je raconte ce que je sais, voilà, ce que j'ai pu apprendre.
et pas plus en fait. Mm. C'est assez rare que je fasse ça. Oui, vous êtes dans une position de décrire sa vie. Ouais. Oui. Alors, on le disait, hein, une exposition est consacrée en ce moment à cet artiste au Musée d'Art Moderne de Paris. Il y a un très beau catalogue dans lequel vous avez écrit, vous avez participé à cette exposition. Avec ça, elle va finalement sortir de l'oubli, non ? J'espère, avec la commissaire qui s'appelle Julia Garimors, qui est formidable. On a vraiment beaucoup travaillé à ce qu'elle a montré son art du portrait en particulier, son Oui. regard, hein, l'intensité des regards qu'elle met en particulier aux petites filles. Il n'y a aucune niaiserie. Justement. Elle rend aux petites filles leur force, leur gravité. Oui, on va pouvoir voir justement ces images de ces très beaux portraits d'enfants, de petites filles. On perçoit vraiment une mélancolie. Vous, qu'est-ce qui vous a touché en fait, en particulier dans ces portraits-là ? Elle a une connaissance de la pensée des petites filles. Elle a été elle-même une petite fille. Elle les représente sans aucune niaiserie. Les petites filles ne sont ni pures ni innocentes. On les voit là justement. Elles pensent. Voilà. Elles ont une intériorité. Elles sont assez secrètes parfois et elles ont une noblesse, une gravité. Elles sont pas, ce sont pas des poupées, quoi. Voilà. Et vraiment, elle les représente avec beaucoup de justesse, je trouve. Vous disiez tout à l'heure qu'elle était entourée et amie de Rilke. Elle a toujours été très entourée d'artistes, de poètes. C'était vraiment une très proche amie du poète Rilke. Quel rapport est-ce qu'ils entretenaient ? Alors, à mon avis, c'est la seule femme qui n'a pas couché avec Rilke, c'est-à-dire qui lui a résisté. Et Rilke, avec un côté un peu ringard, hein, en a conçu pour elle un très grand respect, voilà, parce qu'elle lui avait résisté. Ils ont une très belle amitié par ailleurs, mais qui est faite de rivalité aussi. C'est vraiment une femme dont il a senti qu'elle avait la même force artistique que lui. Donc c'était compliqué, ils se sont beaucoup disputés. Leurs lettres sont très amusantes parfois à lire. Ils s'embêtent un peu mutuellement, ils se cherchent un peu. Et puis elle meurt, ils s'y attendaient pas du tout. Elle meurt de cet accouchement qui se passe mal. Et il lui consacre son Requiem à une amie, qui est un texte sublime, c'est un des plus beaux textes de Rilke, qui commence par la phrase « J'ai des morts ». Et cette morte, elle revient, elle le hante en fait. Mais il ne la nomme pas. Et de ça, je lui en veux un peu. Et c'est une femme, donc elle n'a pas vraiment de nom. Voilà, elle a été un peu sa muse peut-être, alors qu'elle n'était pas du tout ça. C'était une femme très active, très forte. Une femme très indépendante, assez audacieuse. Votre œuvre, à vous aussi, elle interroge la question de la féminité. Est-ce qu'il y a un effet miroir entre vous deux ? Oh oui, bien sûr. Je crois qu'on ne peut pas s'occuper comme ça pendant des années d'une autre femme sans avoir beaucoup d'amour pour elle. C'est une histoire d'amour, hein, posthume en quelque sorte. Et puis quand on aime quelqu'un, on a envie de le présenter à tout le monde en quelque sorte. Et puis il y a évidemment des thèmes, la maternité et la création, le fait d'être femme et de faire effraction dans un monde d'hommes, sans violence, mais en cherchant des biais, voilà, en s'imposant en fait dans un monde d'hommes. Ça me parle beaucoup. La tension aussi qu'elle avait entre la ville et la nature. C'est vraiment quelqu'un qui a passé son temps à chercher le lieu où habiter. Ça me parle beaucoup. Très important. Et il y a énormément de thèmes qu'elle explore en peinture, que j'explore par écrit, en fait, un siècle après, et différemment, forcément. Mais elle se posait déjà des très bonnes questions, par exemple, sur la conjugalité. Comment être mariée ? Elle n'était pas très heureuse d'être mariée, finalement ? Elle s'ennuyait. Elle préférait lire, elle disait. Elle n'était pas très, très bien tombée. Elle était tombée sur quelqu'un qui ne comprenait pas du tout Monet, par exemple, un peintre, Otto Modersohn, qui était complètement passé à côté de l'impressionnisme, et ne parlons même pas du cubisme à venir. Elle était beaucoup plus intuitive que lui sur l'art. Et votre outil d'expression à vous, ce sont les mots. Son outil d'expression à Paula, c'était la peinture. Vous, en fait, parlez comme ça, avec vos mots d'une œuvre picturale. Est-ce que ça vous intéresse ? Ça m'intéresse passionnément. Enfin, j'écris par ailleurs depuis des années dans plusieurs magazines d'art. Et puis, j'écris souvent des catalogues pour des artistes. J'aime beaucoup dialoguer avec des artistes vivants, pour le coup. Et il y a une sorte de... C'est pas un défi, parce que c'est pas du tout une approche comme ça guerrière, mais c'est une difficulté, voilà, qui m'intéresse à retranscrire par écrit ce que je vois artistiquement. Comment faire le pont, comment faire la passerelle entre les tableaux et l'écrit. Et là, je vois vraiment, vous savez, la petite passerelle au-dessus des nymphéas de Monet. Voilà, j'essaie de trouver des passerelles, des mots au tableau et des tableaux aux mots.
et ça me nourrit énormément, ça m'inspire, pour dire un mot un peu galvaudé. Et c'est vrai que ça se ressent beaucoup dans ce dernier ouvrage, donc Être ici est une splendeur. Et pour finir cette émission, Marie Darrieussecq, je vous ai demandé un conseil culturel, et vous avez choisi la Galerie du Temps au musée Louvre-Lens. Alors qu'est-ce qui vous a plu dans cet espace? Alors déjà, c'est le Louvre-Lens. J'adore cet endroit. C'est vraiment une très bonne idée d'avoir installé un musée à l'endroit où il y avait des friches en fait, minières. Ça a redonné un lieu où être dans cette ville. Voilà, j'aime beaucoup y aller. Et puis cette galerie du temps, c'est quand même assez magique, assez audacieux. On avance comme ça des Mésopotamiens à nos jours, d'œuvre en œuvre. On peut aller au rythme où on veut, on marche plus ou moins vite, on avance à travers les œuvres. Je trouve que c'est une très jolie idée de mise en scène, voilà, dans un musée. C'est un peu comme un voyage dans l'histoire de l'art, finalement, que propose C'est un voyage, et puis c'est rigolo aussi parce qu'on peut reculer, on peut remonter le temps, on peut s'arrêter devant une œuvre, et puis il change aussi les œuvres régulièrement. C'est une très jolie façon de donner à voir des œuvres d'art, de les rendre vivantes, finalement, de les remettre dans le mouvement du temps. Dans un très beau lieu, le Louvre-Lens. Oui. Merci beaucoup, Marie Darrieussecq, d'être venue nous parler de Être ici est une splendeur, vie de Paula M. Becker, publié chez POL. Un hommage qui est à la fois donc littéraire et esthétique à cette peintre, et puis un portrait finalement assez lumineux. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi évidemment aux indispensables du service culture de France 24 qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et on se quitte avec quelques images de la Galerie du Temps au musée du Louvre-Lens, dont la visite nous est recommandée par Marie Darrieussecq. À très bientôt.